Bonjour à tous, je suis Sandrine Lagaron, chef de projet prévention pour Aesio Mutuelle, qui vous propose ce soir, en partenariat avec la mutualité française Pays de la Loire, le webinaire Endométriose, mieux la comprendre pour mieux vivre avec. Alors en 2 mots, Aesio Mutuelle est un acteur national de la protection sociale, mais aussi une mutuelle engagée en prévention et en particulier sur tous les sujets qui concernent la santé des femmes. Notre objectif, c'est de rendre nos adhérents et nos adhérentes acteurs de leur santé, acteurs et actrices de leur santé. Et pour cela, nous avons créé un service, Prévaesio, le service de prévention d'Aesio Mutuelle. Et vous pouvez retrouver toutes nos actions tout au long de l'année, nos actions à distance, mais aussi en présentiel dans nos agences. Vous pouvez retrouver toutes ces actions tout au long de l'année à travers votre espace adhérent, rubrique Prévaesio dans la page Mes services. Et si vous n'êtes pas adhérent, vous pouvez également avoir accès à nos actions grand public sur notre site ensemble.aesio dans l'agenda. Je passe tout de suite la parole à Sophie Timon, responsable prévention pour la mutualité française Pays de la Loire. Sophie qui va vous présenter ce webinaire et aussi l'animer. À tout à l'heure. Merci Sandrine pour cette présentation. Merci à tous d'être présents donc pour ce temps consacré à la thématique de l'endométriose, mieux la comprendre pour mieux vivre avec. Donc moi je travaille pour la mutualité française Pays de la Loire. La mutualité, vous la connaissez sûrement en tant que fédération de complémentaires santé à but non lucratif, donc comme la vôtre, Aesio Mutuelle potentiellement, ce qui en fait un acteur clé de l'accès aux soins. Le mouvement fédéral, c'est aussi des services à la population. On a des crèches, on a des EHPAD, des structures d'accompagnement pour personnes en situation de handicap. C'est aussi un service de prévention et promotion de la santé pour qui je travaille. Donc, ce qui en fait un acteur économique, social et de santé publique. La mutualité française Pays de la Loire et Aesio Mutuelle souhaitent contribuer à mettre de la lumière sur cette maladie mal connue du grand public. Bah oui, parce que l'endométriose, c'est une maladie de l'ombre dans la mesure où ses premiers symptômes est la douleur et que la douleur associée aux douleurs menstruelles est encore très tabou dans notre société. Alors, qu'est-ce que c'est que l'endométriose? Quels sont les symptômes? Comment elle est diagnostiquée? Et comment est-elle soignée? Quelles solutions pour aider les malades à vivre avec? Ce sont toutes les questions que nous allons pouvoir poser à nos 3 intervenants, nos experts, que je suis très heureuse d'accueillir ce soir et qu'on remercie avec Sandrine très chaleureusement d'avoir accepté notre invitation. Donc, je vous présente le docteur Léa Delbos, qui est gynécologue obstétricienne au CHU d'Angers et elle est médecin du centre de référence pour la prise en charge des patientes atteintes d'endométriose, donc EndoRef à Angers. Elle nous en dira peut-être plus de mots. Le professeur Descamps, qui est le chef de service gynécologique obstétrique du CHU d'Angers, et c'est l'un des plus grands spécialistes de l'endométriose en France. J'aime bien le dire professeur, même si peut-être que vous n'aimez pas que je le dise. Et puis pour finir, on a la chance d'avoir Lucie, qui est bénévole et patiente experte de l'association Endo France pour la région Pays de la Loire. Elle est basée à Angers et je la laisserai, elle aura un temps pour nous présenter bien évidemment son association, ses missions et puis voilà, elle sera aussi présente avec nous pour nous partager son expertise. Donc tous les 3 sont experts, sont vraiment des spécialistes de l'endométriose. Nous sommes entre bonnes mains pour cette heure que nous allons passer ensemble. Bien sûr, vous allez pouvoir aussi poser vos questions. Vous avez cette fonctionnalité là dans la plateforme via le chat. Nous avons prévu un temps dédié aux questions. Peut-être qu'il y aura de la frustration, on ne pourra peut-être pas répondre à tout le monde. En tout cas, on essaiera de faire au mieux. Un grand merci à tous et je vais pouvoir laisser la parole professeur Descamps et docteur Delbos. À tout à l'heure. Est-ce que vous nous entendez là? Oui, c'est parfait, on vous entend très bien. Vous entendez bien? D'accord, ok, parfait, merci. Donc bonsoir à toutes et à tous, merci beaucoup pour l'organisation de ce bel événement. Nous allons essayer avec Madame Ray et le docteur Delbos de parcourir le sujet, de répondre à vos questions. Je voudrais remercier également Madame Lagaron qui a contribué à l'organisation de cette belle soirée. Donc, 2 points importants, on terminera le topo à 30, donc dans 55 minutes, et on aura au moins un quart d'heure pour les questions, et puis il y aura un replay, et on pourra encore répondre à des questions après, a posteriori par mail, on l'a déjà fait, Madame Timon relaye les questions, donc il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Voilà, donc je suis très très heureux de
de contribuer à la présentation de ce sujet qui nous passionne, puisque comme l'a très bien dit Sophie Timon, nous avons une filière désormais dans notre région qui s'appelle la filière Andoref Pays de Loire, qui va donc du Mans jusqu'à La Roche-sur-Yon, et qui est très active, et donc ça permet de coordonner nos efforts et de ne pas rester en monocentrique et de pouvoir répondre au mieux à la demande des patients. Voilà, et puis je suis particulièrement heureux de présenter avec Léa Delbos, qui est praticienne hospitalière en service, qui est une chirurgienne de l'endométriose de renom, qui a passé un an au Canada pour se hyper spécialiser et qui est vraiment mon bras droit dans cette aventure. Voilà, donc on va essayer de parcourir le sujet, d'être le plus didactique possible, le plus clair possible. Malheureusement, nous n'avons pas possibilité de passer les vidéos avec cette plateforme, mais c'est pas grave, on va y arriver quand même. Alors, pardon, je prends le truc, voilà, hop, ça va marcher, voilà. Vous entendez toujours, il n'y a pas de souci, hein, il n'y a pas de problème de son, très bien. Tout va très bien. Voilà, donc je vais donner la parole à Léa qui va commencer à camper le décor et à nous expliquer ce qu'est l'endométriose. Donc, bonjour à tous. Donc, tout d'abord, l'endométriose, eh bien, c'est une maladie, un problème de santé publique. Hein, ça touche 10 à 15% de la population féminine. On dit une femme sur 10 et on a de plus en plus de difficultés à estimer la prévalence de cette maladie dans la population générale, puisque on va en reparler au cours de cette intervention. On a des difficultés à poser le diagnostic chez des patientes symptomatiques, mais également à poser le diagnostic chez des patientes asymptomatiques qui ont également de la maladie. Donc, cette incidence, on pense que c'est même plutôt de l'ordre de 2 femmes sur 10. Problème de santé publique, ça touche 1,5 million de femmes en France, avec un coût sociétal important, que ce soit par des arrêts de travail, de l'absentéisme professionnel, mais également du présentéisme, c'est-à-dire de la perte de productivité, c'est-à-dire on vient au travail, on travaille, mais avec une moindre efficacité parce qu'on doit gérer la douleur de l'endométriose dans le même temps. Et ça également, ça coûte cher. Alors, ça a mis du temps avant que les politiques de santé publique mettent en place des choses. La première campagne nationale d'information sur l'endométriose date de 2017, donc vous voyez, assez récent, ça fait même pas 10 ans. La stratégie nationale de lutte contre l'endométriose date de 2022, donc sous Olivier Véran, avec des axes pour sensibiliser la population générale, former les médecins et accroître la recherche fondamentale et clinique dans l'endométriose. Et en effet, comme le disait le professeur Descamps, la mise en place des filières de soins à un niveau régional est une des directives de la stratégie nationale de lutte contre l'endométriose. Donc, maintenant, on est rendu en 2025. En Pays de Loire, on a réussi à la mettre en place en 2024. Et donc, ça y est, ça commence vraiment à s'articuler. Donc, les choses se mettent en place progressivement. Alors, qu'est-ce que c'est l'endométriose? C'est de la localisation de tissu endométrial. Le tissu endométrial est la muqueuse qui recouvre l'intérieur de l'utérus. Cette muqueuse est, vous pouvez le voir sur l'image, le tissu représenté en haut, bien régulière, avec des glandes qui peuvent donc sécréter. Cette muqueuse-là se desquame tous les mois et donne les règles. D'accord? Elle s'évacue de manière privilégiée vers les voies vaginales. Eh bien, un tissu qui ressemble à ce tissu-là, dans l'endométriose, va se mettre à des localisations ectopiques, c'est-à-dire à des endroits inopportuns qui n'ont rien à voir avec cette implantation de tissu qui ressemble à l'endomètre. Et vous voyez, c'est l'iconographie en dessous. Vous voyez, c'est un tissu qui est mal organisé, mais qui va se vasculariser et s'innerver dans le tissu, donc va pouvoir provoquer de la douleur. On distingue 3 formes d'endométriose. Les formes superficielles, c'est-à-dire qui vont se répartir sur les parois, de manière superficielle, ne vont pas infiltrer profondément les tissus. On a les formes au niveau des ovaires, on appelle ça des kystes ovariens d'endométriose ou des endométriomes, c'est synonyme. Et enfin, les formes d'endométriose profonde qui, elles, vont aller atteindre les organes plus profondément. Qu'est-ce que fait ce tissu-là, qui se retrouve à un autre endroit que là où il devrait être? Eh bien, il va se mettre à saigner, exactement comme il le ferait dans la cavité utérine. Cela va donc provoquer une inflammation au niveau du tissu duquel il dépend, et va provoquer donc des douleurs, de l'inflammation, et progressivement des phénomènes de fibrose, c'est-à-dire le tissu se durcit et devient moins mobile et perd de sa fluidité, de sa souplesse.
Ces formes cliniques, donc au niveau du pelvis, peuvent se retrouver un petit peu à tous les niveaux. Je ne sais pas si vous voyez notre flèche, j'imagine que non. La flèche, là, vous la voyez pas? Non. Non, on ne la voit pas. Donc, on continue comme ça. Donc, on peut en avoir des formes au niveau de l'utérus, on va y revenir un petit peu plus tard, en arrière de l'utérus vers le rectum, sur les ovaires, en avant vers la vessie. Et donc, on distingue maintenant plutôt 3 formes cliniques. On appelle ça les formes ovariennes, profondes et superficielles. Plutôt que de parler de score, vous pouviez peut-être entendre avant, on parlait de stade 1, 2, 3, 4. Ça a vraiment plus trop d'intérêt maintenant de parler comme ça. Ce sont déjà des scores chirurgicaux, donc ça n'a d'intérêt que quand on fait une chirurgie. Et ça n'a pas vraiment d'implication en clinique ou même en fonctionnalité, en fertilité. Donc on a plutôt tendance à parler d'organes atteints plutôt que de stade. Là, vous voyez des photos d'endométriose. Alors, sur la photo en haut à gauche, une endométriose au niveau rectal. Au niveau des ligaments d'attache de l'utérus, on appelle ça les ligaments utérosacrés. La petite photo en bas, c'est également un ligament d'attache en arrière de l'utérus, un ligament utérosacré. Donc, vous voyez, on peut avoir des formes très, très, très différentes. Et la photo à droite montre une endométriose avec un pelvis totalement gelé, on appelle ça, c'est-à-dire tous les organes sont venus s'accoler les uns aux autres. Et donc, on perd complètement la mobilité et on comprend que ceci, on va y revenir après, puisse donner des douleurs. Il y a un mot qu'on voit souvent dans les comptes rendus d'IRM que les dames qui suivent, là, ont peut-être lu sur leur IRM, c'est ce qu'on appelle les kissing ovaries, c'est les ovaires qui se font la bise. C'est quand ils sont collés l'un à l'autre, vous voyez, c'est ce que vient de décrire Léa à l'instant. Voilà, on va passer. Ouais, super. Alors, y a-t-il des phénotypes, c'est-à-dire des formes cliniques selon l'âge? Eh bien, plus on vieillit avec une endométriose, plus on a de risques d'avoir des formes sévères, c'est-à-dire que la maladie peut progresser. Plus on est jeune, plus on a des formes superficielles. Une autre entité qu'on apparente à l'endométriose, qu'on met dans la même famille que l'endométriose, c'est l'adénomiose. Vous allez souvent en entendre parler dans l'histoire de l'endométriose. C'est en fait une atteinte de l'utérus. C'est du tissu endométrial, c'est-à-dire qui recouvre l'intérieur de la cavité utérine, qui va se retrouver dans le muscle utérin et envahir le muscle utérin, le myomètre, on appelle ça. Et donc, va donner une contractilité à l'utérus, va l'obliger à se contracter et va donner des règles plus importantes et des douleurs plus importantes au niveau de l'utérus, à type réellement de contraction. L'adénomiose et l'endométriose sont souvent associées, donc suggèrent une origine qui pourrait être commune, notamment une hormonodépendance commune. Après, on a des avis qui divergent là-dessus. Alors, d'où ça vient l'endométriose ? Eh bien, la théorie qui explique principalement les localisations pelviennes de l'endométriose sont la théorie du reflux tubaire. Alors, ce reflux tubaire a lieu chez 90% des femmes, c'est-à-dire que les règles s'écoulent par le bas, par le vagin, mais également peuvent remonter dans les trompes et s'écouler dans la cavité abdominale. À ce niveau-là, les cellules qui sont de l'endomètre, desquamées, peuvent envahir le tissu, c'est-à-dire s'implanter, se transplanter dans le tissu, être vascularisées, innervées et évoluer en créant une inflammation locale. On aurait donc des patientes, des femmes qui ont des reflux tubaires et qui n'ont pas d'adhérence de ces cellules-là au tissu. Ça, c'est dans l'état physiologique, c'est-à-dire elles sont capables d'éliminer ces cellules endométriales, et les patientes avec de l'endométriose qui, elles, ne sont pas capables d'éliminer ces cellules, et ces cellules sont capables également de s'implanter dans le tissu. De plus, on a une sorte de flux péritonéal dans l'abdomen, c'est-à-dire du liquide qui fait brasser le ventre toujours dans le même sens, dans le sens horaire. Et ce liquide-là remonte vers la droite. C'est pour ça qu'on peut des fois avoir des lésions au niveau du diaphragme, le diaphragme étant la coupole diaphragmatique, le haut de l'abdomen qui se sépare avec le poumon. Et on peut des fois avoir des implants au niveau de ce diaphragme qui vont souvent se manifester par des douleurs au niveau de l'épaule droite. Et ça, eh bien, c'est le flux péritonéal qui nous explique tout ça. Et notamment qu'il y ait plus de lésions localisées graves au niveau gauche, parce que ce flux reste finalement plus statique en bas. Après, ça n'explique pas toutes les formes d'endométriose, parce que là, je vous ai présenté les plus fréquentes qui sont celles au niveau du pelvis. On peut également en retrouver à d'autres endroits, notamment au niveau de l'ombilic, notamment même en extra-abdominopelvien.
On a même des endométrioses au niveau nasal, au niveau cérébral. Ce sont des cas qui sont nettement plus rares. Néanmoins, la théorie de la menstruation rétrograde n'explique pas du tout ces localisations-là. On pense dans ces cas-là que ce sont des transformations métaplasiques ou une théorie de cellules souches, c'est-à-dire des cellules qui sont capables de se dédifférencier en cellules de l'endomètre et donc se positionner à d'autres endroits. Dans tous les cas, ce qui réunit, en tout cas, quelle que soit l'origine de l'endométriose, c'est son hormonodépendance, c'est-à-dire c'est un tissu qui est dépendant des hormones. Ça va grossir, enfin s'épaissir l'endomètre avec des œstrogènes, un peu moins avec de la progestérone. Et donc, dans les traitements, dans les thérapeutiques de l'endométriose, on va toujours proposer une rééquilibration hormonale entre les œstrogènes, la progestérone, et diminuer les concentrations naturelles d'œstrogènes et de progestérone pour limiter l'évolution de la maladie. Au fur et à mesure, on a aussi des tissus qui peuvent devenir résistants à la progestérone, et donc ce qui explique que certaines patientes sont très sensibles aux hormones avec une régression complète des symptômes et de la maladie sous traitement hormonal, et d'autres non. Donc c'est pour ça qu'il y a une certaine inégalité de réponse sur les traitements hormonaux qu'on peut proposer aux patientes selon les profils de maladies qu'on peut avoir. Est-ce qu'il y a des facteurs de risque à l'endométriose? Eh bien, il y en a beaucoup de décrits. Le seul qui vraiment augmente de manière significative le risque d'avoir de l'endométriose, c'est d'avoir une mère ou une sœur atteinte. Et ça, en effet, ça augmente le risque d'avoir de l'endométriose. Maintenant, ce n'est pas génétique, on n'a pas identifié de gènes, c'est plutôt des histoires familiales. Est-ce que si on a de l'endométriose soi-même, il faut dépister sa fille? Non. Il faut être alerte sur les symptômes s'il y en a qui arrivent à l'adolescence. Il faut savoir orienter vers le médecin rapidement. Pour autant, il n'y a pas de mise en place de pilules précocement à mettre en place. Il n'y a pas de dépistage d'endométriose de toute façon, ni d'échographie à faire de manière urgente à la mise en place des règles. Ce que je voudrais dire sur ce point, parce qu'on nous pose souvent la question, hein, est-ce que ma fille aura de l'endométriose? Ma fille a 14 ans, elle vient d'avoir ses règles, etc. Je pense que ce qu'il faut dire, Léa l'a très bien expliqué, c'est que pour le moment, aujourd'hui, on n'a pas trouvé de gène. Ça ne veut pas dire que dans 1 an, dans 5 ans, il n'y en aura pas. Peut-être que la prochaine soirée comme ça qu'on fera, on dira il y a un gène qui vient d'être découvert. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, moi, sur lequel j'insisterai, c'est que vraiment, il ne faut pas mettre un poids sur les épaules de cette jeune fille, de cette adolescente, en disant comme j'ai de l'endométriose, tu vas en avoir, parce que ça, c'est absolument terrible. Et se dire on va voir un peu comment ça se passe. Voilà. Ce qui n'empêche pas effectivement de consulter quand il y a des signes et de ne pas attendre. Alors, comment vit-on avec l'endométriose? Eh bien, l'histoire commence souvent par des douleurs de règles qui sont plus importantes. Alors, quand on parle de douleurs de règles, c'est pas évident de savoir à quel moment c'est normal ou non. Oui, je vois une question. Je reviens juste sur la slide d'avant parce qu'on vient de me. La question sur le tabac, là, on vient de la découvrir. Alors, le tabac, c'est un facteur de risque plutôt d'aggravation des formes d'endométriose. C'est plutôt décrit comme le tabagisme pourrait donner plus de formes sévères d'endométriose. Maintenant, ce n'est pas un facteur de risque d'apparition de l'endométriose a priori. Voilà, c'est mieux de ne pas fumer. Voilà ce qu'on peut en dire. Maintenant, en effet, d'éviter de fumer, c'est protecteur de pas mal de choses. Alors donc, ça commence par des douleurs de règles. Donc on disait c'est pas très facile de savoir à quel moment c'est anormal d'avoir des douleurs de règles. Eh bien, des douleurs de règles qui dépassent l'antalgique de palier 1, qui nécessitent de prendre au moins 2 antalgiques, qui provoquent un arrêt de travail systématique ou un alitement nécessaire, c'est pas normal, d'accord? Par contre, des règles qui nécessitent un Antadyse, un paracétamol, et avec ça on fait sa journée normalement, là ce n'est pas pathologique. On peut avoir également des douleurs au rapport sexuel, on appelle ça des dyspareunies, c'est très souvent fréquent dans l'endométriose. Les dyspareunies sont plutôt profondes à l'inverse de l'intromission. L'intromission, c'est dès le début. Profond, c'est dans le fond lors de la pénétration. Il peut y avoir des douleurs à la défécation, des douleurs, des symptômes urinaires. Alors, on va les détailler un petit peu. Et ce qui est caractéristique vraiment de l'endométriose, c'est que c'est exacerbé, tous ces symptômes, pendant les règles. On appelle ça un rythme cataménial, c'est-à-dire que tous ces symptômes s'aggravent pendant les règles. C'est toutes ces lésions d'endométriose qui sont situées à d'autres endroits qui s'inflamment quand il y a le saignement qui vient à ce moment-là. Bien sûr, ces douleurs peuvent se mettre en dehors des règles aussi, provoquer des douleurs pelviennes chroniques. On appelle ça chronique quand ça fait plus de 6 mois que c'est présent. Il peut y avoir des règles plus abondantes, plus douloureuses bien sûr, et
prolongées dans le temps. On appelle ça des ménorrhagies, hein, quand ça dure plus de 8 à 10 jours. Et c'est très présent dans l'adénomiose, les formes utérines. Et on peut avoir de l'infertilité. Alors attention, l'infertilité n'est pas la stérilité. Hein. L'infertilité, c'est la difficulté à obtenir une grossesse. Ce n'est pas pour ça que les gens n'en obtiendront pas. Et c'est présent dans 40% des femmes. Donc, prenons aussi le verre moitié plein. C'est 60% des femmes avec de l'endométriose qui ont une fertilité spontanée, sans aide, sans PMA. D'accord ? Pour répondre à la question d'Alexia, est-ce qu'il est courant d'avoir des douleurs plus intenses lors de l'ovulation? Oui. L'ovulation, ça fait mal. L'ovulation, c'est une petite poche qui se rompt, un petit follicule qui se rompt, donc effectivement ça fait mal. Est-ce que ça fait plus mal chez les femmes qui souffrent d'endométriose? Probablement. Et alors il y a une question d'Angelina qui demande, le nerf sciatique est-il concerné? On va en parler un petit peu plus loin, on va vous répondre. Alors du coup j'ai perdu ma pipette, pas de souci. On peut avoir en effet des signes digestifs nettement plus fournis, ballonnements abdominaux, irritation, pesanteur, difficulté d'exonération. Ça peut prendre des profils très variés. Alternance diarrhée, constipation sont très fréquents et peuvent aussi se confondre avec d'autres pathologies. Donc, des fois, c'est pas très facile de penser à l'endométriose tant par la patiente que par le médecin. On va y revenir, ça fait partie des délais de latence et c'est lié en fait à l'inflammation dans la cavité abdominale. On peut aussi avoir des symptômes urinaires plus variés, c'est-à-dire avoir envie de faire pipi tout le temps, on appelle ça la polyurie, la dysurie, des douleurs à la miction, des coliques néphrétiques. Et on peut aussi avoir des douleurs de sciatalgie, c'est-à-dire des vraies douleurs de sciatique quand des nodules sont situés sur les nerfs sciatiques. Et on peut avoir une vraie douleur de sciatique comme si on avait un disque lombaire coincé. Il peut y avoir des douleurs à l'épaule droite, comme je disais tout à l'heure, c'est lié aux localisations du diaphragme. Vous allez me dire, mais pourquoi on a mal à l'épaule droite alors que c'est le diaphragme? Parce que c'est le même relais nerveux et le cerveau interprète comme une douleur à l'épaule droite alors que ça vient bien du diaphragme. Et comme toute douleur chronique, eh bien, on a une augmentation des syndromes dépressifs et de la fatigue chronique dans la pathologie endométriose. S'ajoute à cela souvent un syndrome de sensibilisation pelvienne qui n'est pas que lié à l'endométriose, c'est-à-dire c'est un abaissement des seuils de douleur avec une diffusion temporale et spatiale de la douleur. C'est-à-dire, c'est un peu le principe, peut-être que vous connaissez, hein, des prisonniers chinois. Ils avaient un supplice qui était d'avoir une goutte d'eau qui leur tombait sur le front. Alors, s'il y a des historiens, peut-être que j'ai un peu romancé l'histoire. Mais en tout cas, une goutte d'eau qui tombait sur le front. Alors, une goutte d'eau, ça fait pas mal, mais la 100 millième goutte d'eau, c'est insupportable. Ça crée une douleur et ils ont comme un couteau qui leur rentre dans la tête. Ils décrivent ça. Et en gros, c'est un peu ce phénomène-là. C'est d'avoir mal tout le temps au niveau du pelvis, au niveau de l'abdomen. Eh bien, ça fait qu'on est moins armé pour se défendre de la prochaine douleur. Le pelvis est sensibilisé, on appelle ça. Ce n'est pas du tout être une chochotte, c'est juste que le système nerveux, il est dépassé par le phénomène douloureux et il a mal pour un phénomène qui n'était plus censé être douloureux. Et ça va se diffuser dans le temps, dans l'espace. Et par exemple, c'est des patients qui vont nous décrire « j'ai eu un rapport sexuel qui s'est bien passé, mais qui m'a fait mal et qui fait mal encore 15 jours après. Et ça me fait mal, j'ai mal quand je vais uriner, j'ai mal quand je vais à la selle. » Et là, on n'est plus dans un phénomène de douleur mécanique, d'excès de nociception, on est vraiment dans un phénomène de sensibilisation pelvienne. Et ça ne se traite pas avec des hormones, ça se traite avec d'autres médicaments qui vont agir sur le système nerveux et redimensionner le phénomène douloureux dans toute cette organisation. Est-ce que l'endométriose va forcément s'aggraver au cours de la vie? Eh bien non, on n'a pas d'argument pour le dire. On a des patients qui, même sans traitement, peuvent rester stables. Maintenant, en effet, on va très souvent leur proposer un traitement pour éviter l'aggravation de la pathologie. Souvent, la maladie, elle évolue par poussée, avec des périodes de rémission pendant plusieurs années des fois. Et on peut avoir un risque de récidive tant qu'il y a des hormones qui circulent, donc jusqu'à la ménopause. À partir de la ménopause, souvent, on a un arrêt de la production hormonale. Ça va mettre en quiescence tous les phénomènes inflammatoires et les phénomènes de saignement extra-utérin. Par contre, le phénomène de fibrose, lui, ne va pas forcément se résoudre et c'est ça qui peut donner certaines douleurs qui persistent après la ménopause. Je voudrais rajouter 2 points à ce stade. La première, c'est que nous, on dit toujours qu'il n'y a pas de parallélisme anatomoclinique. C'est-à-dire, ce qui est très perturbant avec l'endométriose, c'est que vous avez des patientes chez qui on fait une célioscopie, qui ont un tout petit nodule sur le péritoine, comme Léa l'a montré tout à l'heure, et qui ont un pliant de douleur.
Et puis parfois, on fait une chirurgie pour une autre raison, parce qu'il y a un fibrome, parce qu'il y a autre chose, un prolapsus, que sais-je. Et on a des patientes qui ont eu une endométriose extrêmement importante et qui n'ont jamais eu mal. Donc c'est très très perturbant. Il n'y a pas de logique. Alors on dit quand même, hein, faut pas être idiot. Plus la lésion est grosse, plus elle peut faire mal. Évidemment que si on a un nodule dans le rectum qui fait 10 cm, on aura vraisemblablement mal, mais ça c'est une chose importante. Et là, il y a une grande injustice, disons. Et moi, ce que je dis toujours, c'est que l'endométriose, c'est comme un serpent. C'est-à-dire qu'il y a des périodes où elle est active et des périodes où elle va être extrêmement agressive, extrêmement active. Et puis, il y a des moments où elle va être un peu en rémission. Vous voyez, elle fait des espèces de S comme ça. Et quand même, quand on a une endométriose prouvée, moi, je dis aussi à mes patientes, c'est comme sauter d'un avion sans parachute, qu'on va quand même vous accompagner, donner un traitement pour éviter le serpent, pour éviter que ça reparte, qu'il y ait une flambée d'inflammation et que vous souffriez à nouveau. Donc c'est vrai qu'on est plutôt, on va en parler dans les traitements, mais en faveur de traitements plutôt au long cours. Et on reparlera des traitements hormonaux qui sont pas toujours à la mode actuellement, mais on va vous expliquer un peu ce que l'on en pense. Parce que c'est très dommage de laisser évoluer une endométriose et de se retrouver avec des lésions très importantes parce qu'on n'a pas eu de traitement pendant 2, 3, 4 ans alors qu'on savait qu'il y avait une lésion. Voilà, c'était le complément de ce que je voulais ajouter. Merci. Alors, ça a des conséquences autres que juste les symptômes. Hein. Déjà que les symptômes, c'est pas facile à gérer, mais ça va donc avoir des conséquences sur la fertilité. On a un impact sur la fertilité par différents mécanismes, juste pour vous expliquer un petit peu le fonctionnement. Ça peut atteindre donc l'utérus par l'adénomiose et donc limiter l'implantation de l'embryon. On a aussi une baisse de la fertilité par des anomalies tubaires, c'est-à-dire les trompes sont bouchées, les trompes sont moins fonctionnelles ou les trompes sont bloquées par des adhérences. Et donc ça va limiter en fait la rencontre entre les ovocytes, les ovules qui sont produits par l'ovaire, et les spermatozoïdes qui remontent la filière génitale. Les deux gamètes se rencontrent dans la trompe, et si la trompe elle n'est pas fonctionnelle, elle ne bouge pas, ou elle a du liquide inflammatoire dedans, ça empêchera la fécondation, et donc la grossesse. Donc c'est souvent par ces biais-là qu'on a une diminution de la fertilité. Après, les atteintes au niveau des ovaires peuvent également diminuer la fertilité, soit par la qualité ovocytaire, soit par la quantité produite, notamment en FIV, bien que c'est un petit peu discuté ça aussi. Et donc, la chirurgie de l'ovaire peut également altérer la fertilité. Donc, des fois, mieux vaut faire les grossesses avant la chirurgie, etc. Tout ça, on va en reparler. Pardon, une chose, moi qui me paraît très très importante sur la diapo précédente, c'est que quand on a un diagnostic d'endométriose qui est posé, qu'on n'a pas eu d'enfant, ça ne veut pas dire qu'on n'aura pas d'enfant. Ça ne veut pas dire qu'on aura une fécondation in vitro. Ça ne veut pas dire qu'on n'y arrivera pas toute seule. Enfin, tout seul avec le conjoint, évidemment. Mais je crois que c'est très, très important de dire ça parce que, notamment avec l'Internet, maintenant, les patientes très jeunes, maintenant à 20 ans, on leur pose un diagnostic d'endométriose. Elles arrivent en larmes en disant « Je sais très bien que j'aurai pas d'enfant, docteur ». Moi, je leur dis toujours « Non, ce n'est pas vrai. Déjà, il y a beaucoup de lésions qui n'ont pas d'impact sur la fertilité. C'est pas une étiquette, c'est pas une conséquence absolue. Et ça, je crois qu'il faut vraiment, vraiment être très clair là-dessus. » Vous êtes d'accord, docteur? Oui, je n'aurais pas mieux dit. 60% de fertilité. Ça peut avoir également des conséquences sur l'accomplissement des carrières, l'accomplissement de la scolarité. Donc ça, c'est une étude dont on se base souvent médecin parce que ça nous rappelle notre rôle aussi. La courbe bleue, c'est en gros une patiente sans endométriose qui accomplit ses projets scolaires, universitaires, professionnels comme elle le souhaite et personnels. La courbe orange, eh bien, c'est à tout moment là où on peut perdre par rapport à ce qu'on aurait pu faire sans endométriose. Donc, c'est-à-dire l'absentéisme qui fait ne pas aboutir aux études qu'on aurait voulu, des carrières auxquelles on ne se lance pas parce qu'on pallie à des douleurs et on n'est pas concentré autant qu'on le voudrait pour avoir certains jobs, des difficultés pour trouver le conjoint parce qu'en effet, on a des douleurs au rapport sexuel et des difficultés pour obtenir la grossesse, etc. Toujours est-il que, bien sûr, ce n'est pas du tout une fatalité et toute patiente qui a de l'endométriose n'a pas du tout la courbe orange. C'est pas ce qu'on veut dire. Le but, nous, médecins, c'est de tout le temps être là pour rejoindre la courbe bleue, en fait. Notre but, c'est de redonner à la patiente la qualité de vie qu'elle aurait sans la maladie. D'accord? Et donc, en gros, c'est tout le temps ce travail-là que nous, on fait
de pouvoir redonner une vie sans maladie. Et donc pour ça, c'est d'avoir des soins précoces avec un diagnostic précoce et un suivi qui est important pour toujours se rappeler de garder ce cap-là. On va peut-être juste faire une petite pause pour Nadège, là, qui a posé une question importante. Et puis, on complétera après. Nadège, elle dit, j'ai 39 ans et pas d'enfant. Selon vous, j'ai combien de temps devant moi? Donc, c'est difficile parce qu'on n'a pas votre dossier en main. On sait pas. On peut pas répondre, mais il y a une chose qu'on peut vous dire, par contre, c'est que, je veux dire, on connaît pas le type d'endométriose, la localisation, si vous avez été opéré ou pas, etc. Donc, c'est vrai que c'est compliqué. On n'a pas votre bilan. Mais par contre, Léa Delbos, monsieur. Léa, tu pourrais t'en souvenir quand même, franchement. Donc, non, mais l'idée peut-être pour les autres patientes, c'est que je vous laisserai parler directement avec Léa après. Mais l'idée, c'est que malheureusement, la fertilité diminue avec l'âge et qu'il y a quand même alors, c'est à tous les âges, c'est-à-dire qu'à 25 ans, on est moins fertile qu'à 21 ans, hein, donc faut pas se taper la tête. Il faut savoir que l'âge de la première grossesse en France, aujourd'hui, c'est 31 ans et demi. Donc, évidemment que les femmes n'ont pas des enfants quand elles sont le plus fertiles, c'est-à-dire à 17 ans. Mais la fertilité diminue avec l'âge. Donc, il est vrai qu'à 39 ans, on se rapproche quand même d'une échéance assez claire qui est l'âge de 42 ans révolu, puisque vous savez qu'en France, la FIV est recommandée et remboursée jusqu'à 42 ans révolu, parce qu'après, il y a quasiment plus aucune chance. Donc, j'ai envie de vous dire, moi qui ne vous connais pas, Madame Davy, oui, il faut essayer de faire relativement vite, c'est pas une fatalité, mais il est certain qu'après 39, 40, 41 ans, la fertilité diminue. Voilà. Y a-t-il un centre de référence endométriose à Paris, dans la région parisienne? Oui. Oui, bien sûr, il y en a plusieurs. Il y a le réseau Resendo sur lequel vous pouvez trouver les références. Oui, vous tapez Resendo et il y en a notamment un qui est très bien à Saint-Joseph, à l'hôpital Saint-Joseph. Je ne sais pas où vous êtes à Paris, mais voilà. Alors, pourquoi le fait d'avoir ces règles tôt est-il un risque pour l'endométriose? On s'expose plus tôt en fait aux menstruations, et donc plus on s'expose à un nombre de menstruations important, plus on a un risque qu'il y ait une implantation à un autre endroit. D'ailleurs, ça fait partie d'une des théories sur laquelle l'endométriose progresserait maintenant à notre siècle par rapport au Moyen-Âge, c'est qu'en fait, on est de plus en plus exposé à nos menstruations, les femmes, puisqu'on fait moins d'enfants, on allait moins longtemps et on vit plus vieille. Donc, avant, les femmes mouraient à 40 ans ou 45 ans. Oui, donc, voilà, c'est ça. Et avaient fait 10 enfants, dont 10 allaitements, donc finalement avaient été exposées peut-être, je ne sais pas, 10 fois moins que ce que nous, on est exposés. Donc forcément, ça fait partie des théories sur lesquelles l'endométriose progresserait. Voilà. Alors, un dernier point quand même, c'est que l'effet sur la douleur chronique a été montré, que ça pouvait augmenter le syndrome de sensibilisation, ce dont je vous ai parlé tout à l'heure, la diffusion spatiale temporelle, mais également altère certaines zones du cerveau quand il y a de la douleur chronique, qui augmenterait également le syndrome dépressif à proprement parler, avec une moins bonne en fait réactivité face à certaines difficultés. Donc c'est pas une fatalité du tout non plus, mais c'est à prendre en considération également quand on traite les patientes qui sont atteintes d'endométriose, pour apporter également tout le soutien qui est nécessaire à ça. Un dernier petit point sur les conséquences de l'endométriose. Eh bien, récemment, on a des études qui montreraient que ça augmente le risque cardiovasculaire, c'est-à-dire le risque d'AVC, d'infarctus, et ce, indépendamment de l'âge, de la parité, du poids et des traitements hormonaux qu'elles prennent. Donc, l'endométriose serait un facteur de risque à part entière, donc raison de plus pour protéger les femmes, leur donner les bonnes conduites à tenir, c'est-à-dire règles hygiéno-diététiques, pratiques de sport, qui sont, on va le voir, utiles dans l'endométriose, mais vont aussi protéger du risque cardiovasculaire. Je vais peut-être répondre très rapidement pour laisser Léa se reposer aux deux questions, parce que ça va être très rapide. Est-il vrai que l'endométriose peut expliquer une préménopause ou une ménopause précoce? Non, il n'y a pas de rapport. Est-ce qu'avoir pris la pilule du lendemain dans sa jeunesse contribue à l'apparition d'une endométriose? Non, absolument pas. Non. Voilà. Et oui, peut-être parce que c'était le risque cardiovasculaire. Oui. On a parlé de l'AVC, mais il y a aussi le risque cardiovasculaire qui a augmenté. Et ça, c'est des études tout à fait récentes, qui sont extrêmement importantes. Vous voyez, 2024, l'étude sur le risque cardiovasculaire, c'est des études énormes, l'étude danoise, il y a des dizaines de milliers de patientes, et c'est extrêmement important parce qu'on ouvre la perspective, on dit, si on diagnostique l'endométriose, oui, on soigne des patients d'endométriose, mais aussi on peut prévenir des complications. Bon. Très bien. Je regardais les questions
sur les ballonnements abdominaux, oui. On va le revoir. Oui, on va parler d'alimentation tout à l'heure. Oui. L'endométriose a également un coût et plus on est lent dans le diagnostic, plus on va lancer des examens complémentaires, des consultations médicales et donc plus on rajoute du coût à toute cette prise en charge. Et donc forcément, un diagnostic précoce va également être avantageux dans la prise en charge. Donc, on a vu un petit peu toutes ces conséquences. Je voulais juste refaire un petit point sur les impacts, notamment professionnels. On peut avoir vraiment des impacts professionnels importants et il y a de plus en plus d'entreprises qui vont sensibiliser leurs salariés à cette adaptation de poste de travail, tout simplement pouvoir adapter, éviter les charges lourdes, éviter la statique prolongée, pouvoir bouger, mais également se mettre debout, parce que certaines patientes sont mieux soulagées debout, pouvoir bouger, avoir des bureaux qui se lèvent, etc. Avoir des pauses si elles ont une baisse de concentration, etc. Et de plus en plus d'entreprises le proposent, et je pense que ça va aller de mieux en mieux. La médecine du travail va adapter un petit peu ses référentiels aussi à l'endométriose. Il y a aussi des conséquences financières, bien sûr, parce que de nombreux soins ne sont pas pris en charge par la Sécu, notamment tous les soins paramédicaux, et ça, il faut se le rappeler, et les mutuelles, pour le coup, ont une implication très importante dans la prise en charge de ces soins. Et on dit d'ailleurs, il vaut mieux avoir une bonne mutuelle qu'une ALD en endométriose, et je pense qu'on est un peu d'accord là-dessus. C'est-à-dire que l'ALD, c'est l'affection longue durée. Alors, on peut avoir l'ALD 31 en endométriose, c'est-à-dire quand on va avoir des hospitalisations, des soins qui vont coûter cher, des arrêts de travail à répétition. Ça peut avoir un intérêt d'avoir l'ALD 31. Mais ça ne prendra pas en charge les soins paramédicaux, ça ne remboursera pas mieux une pilule, ça fera juste pas travailler la mutuelle dans ces cas. Juste pour répondre rapidement aux deux questions, là, j'ai compris qu'on a généré beaucoup d'angoisse avec nos diapos. Donc, est-ce que le risque d'AVC est également vrai pour l'adénomiose? Et puis, est-ce que vous conseillez aux femmes souffrant d'endométriose d'avoir un suivi sur le plan cardiaque? Ce qu'il faut comprendre, c'est que ces études, elles parlent de patientes qui ont de l'endométriose. C'est des énormes études avec des dizaines de milliers de patientes qui ont été traitées ou pas traitées avec des mélanges de traitements. Donc, c'est extrêmement compliqué de répondre à votre question. Pour l'adénomiose, je ne suis pas sûr qu'il y ait un impact sur l'AVC. Par contre, sur les endométriose qui ont eu 30 ans de suivi d'endométriose, c'est peut-être pas mal après la ménopause de faire un petit bilan, de voir un cardiologue. Oui, ça peut pas faire de mal de toute façon. Et maintenant, c'est inclus en plus dans les recommandations quand on a passé la ménopause, qu'on veut un traitement. Endométriose ou non, d'ailleurs. Endométriose ou non. Donc, si vous voulez, voilà, pour répondre à votre question. Alors, les startups en développement qui développent des applications, on va en parler. On va en parler. Si on n'a pas détaillé, on détaillera dans la discussion générale. Faut pas trop s'égarer. Comment faire le diagnostic? Alors, on a toujours un délai de diagnostic de 6 à 8 ans. Le problème du retard au diagnostic, il est multifactoriel. Il vient du corps médical qui a longtemps pas été formé à l'endométriose. L'item a été rajouté au bouquin de gynécologie pour les étudiants en médecine il n'y a pas très longtemps. Il y a moins de 10 ans. Voilà. C'est hallucinant. Il n'y avait pas de cours sur l'endométriose jusqu'à il y a 10 ans. Donc, je ne l'avais pas dans mon bouquin. Voilà, oui, bien sûr. Bien sûr. Les médecins que vous voyez, votre médecin traitant, il est probable qu'il n'a pas eu de cours. Donc, s'il ne va pas à des congrès, il n'est pas au courant. Ou elle pas. Problème de considération des symptômes de la part des patientes comme des médecins, c'est-à-dire qu'il y a des patientes, on l'a vu, c'est des histoires familiales, elles ont toujours eu leur mère, leur grand-mère qui avait très mal en ayant leurs règles. Pour elles, c'est une évidence, on a mal pendant les règles, même quand ça fait très mal. Donc des fois, des patientes pensent que c'est normal, tout simplement, et des médecins, malheureusement, qui pensent également que c'est normal, mais alors ça, c'est vraiment un défaut de formation. Il y a le problème des pathologies associées, des fois des patientes qui ont des syndromes de l'intestin irritable, des fibromyalgies, des cystites interstitielles. C'est des maladies qui ont des symptômes qui se recoupent avec les symptômes d'endométriose, ce qui fait qu'on peut des fois mettre du temps à étiqueter l'endométriose par la présence de ces autres pathologies. Et il y a certaines zones, bien sûr, qui ont des déserts médicaux avec des difficultés d'accès aux soins, d'accès aux gynécologues. On sait qu'on n'a pas toujours, une bonne représentation de spécialité dans toutes les régions. Donc, heureusement, on a les médecins généralistes qui se forment à la gynécologie, on a les sages-femmes qui se forment également à la gynécologie, qui peuvent être un premier recours avant d'adresser chez le gynécologue et qui sont très souvent formés à l'endométriose. Et on essaye, en effet, via le plan national de stratégie de lutte contre l'endométriose, de les former encore plus pour qu'elles puissent, en effet, avoir les armes thérapeutiques à proposer et puis les adresser. Alors, pour y penser, pour le diagnostiquer, il faut y penser, c'est-à-dire il faut interroger les patientes quand on est médecin. Il faut que les patientes en parlent à leurs professionnels et bien sûr chercher les autres diagnostics parce que
on parle des symptômes de douleurs de règles, mais toutes les douleurs de règles ne sont pas non plus de l'endométriose. On peut avoir une infection génitale, une maladie chronique intestinale ou urinaire, des troubles de l'ovulation, le syndrome des ovaires polykystiques peut donner des douleurs pelviennes également, des pathologies utéro-annexielles, c'est-à-dire avoir un kyste qui n'est pas de l'endométriose sur l'ovaire peut donner des douleurs pelviennes. Donc, tout n'est pas de l'endométriose, mais par contre, il faut y penser. À l'examen clinique, on va proposer un toucher vaginal. Le toucher vaginal a pour but d'aller diagnostiquer des lésions d'endométriose au niveau des ligaments d'attache de l'utérus. C'est ce que vous voyez sur le schéma et la photo qui correspond à droite, enfin, tout en haut. C'est les ligaments en arrière de l'utérus qui sont très fréquemment atteints dans l'endométriose. Et avec le toucher vaginal qu'on fait délicatement à un doigt avec l'accord de la patiente, eh bien, on va aller regarder si on a des indurations à ce niveau-là. On peut regarder si on a une atteinte de la cloison recto-vaginale, une atteinte en avant vers la vessie ou une masse ovarienne. D'accord ? Ce que je veux dire, c'est que, en complément de ce que vient de dire Léa, ça c'est la littérature. Honnêtement, on fait de moins en moins d'examens cliniques en consultation d'endométriose parce qu'on va très rapidement à l'échographie et l'IRM, elle va en parler. Et donc, faut pas arriver terrorisé, notamment quand la maman qui est toute tremblante dans la salle d'attente. Le plus souvent, on ne fera pas d'examen clinique. Donc, je pense qu'il faut vraiment se détendre avec ça. Tous ces pourcentages, c'est la performance du toucher entre des mains entraînées, mais on le fait de moins en moins. L'examen au spéculum, il n'est quasiment pas nécessaire, sauf si on a perçu quelque chose au toucher vaginal. Donc, c'est très rare que dans une indication d'endométriose, on mette un spéculum. Qu'est-ce qu'on peut voir au spéculum? C'est ces lésions que vous voyez là au fond, qui sont bleutées, qui sont des lésions d'endométriose, qui sont que sur les formes très avancées. Donc, c'est pour ça que bien souvent, on ne va pas mettre de spéculum. Ça ne nous changera pas la conduite à tenir d'aller voir le col, sauf si, bien sûr, on a un frottis, un dépistage à faire ou une recherche de maladies sexuellement transmissibles. Les examens complémentaires de première intention, ça va être en priorité l'échographie. L'échographie, elle est très performante, notamment par voie endovaginale, bien sûr, chez les patients non vierges. On va aller avoir un très bon diagnostic sur les ovaires. On diagnostique aussi bien un kyste ovarien par l'échographie, et on a un meilleur suivi même des tailles par échographie que par IRM. Donc, il ne faut pas croire que l'un est supérieur à l'autre, ils sont complémentaires. Le seul problème, c'est qu'il faut avoir un échographiste qui connaît la maladie et qui sait ce qu'il recherche. D'accord ? Alors, il n'y a pas de façon de savoir quel échographiste a un diplôme. C'est souvent du bouche à oreille qu'on découvre ou par les réseaux de soins qui peuvent vous établir, ou les réseaux de patientes notamment, qui vont vous établir des listes de radiologues de référence, des radiologues fiables qui connaissent l'endométriose et qui vont pouvoir orienter après vers des centres. L'IRM, ça reste un examen de seconde intention dans les recommandations. On va le faire en complément de l'échographie. Il faut être informé qu'il y a une préparation digestive avant l'IRM, c'est-à-dire il y a souvent un lavement à faire. Ça peut se faire à n'importe quel moment du cycle, qu'on ait ses règles ou pas, on verra quand même l'endométriose. Il y a parfois des injections intraveineuses, mais également du liquide en intravaginal et du liquide en intrarectal par des applicateurs pour pouvoir visualiser bien les espaces. Juste, il faut que les patientes soient informées de ça. Ce n'est pas systématique, mais ça peut arriver. L'intérêt, c'est dans les bilans d'endométriose sévères, ou alors lorsque vraiment on a des symptômes très évocateurs d'endométriose, qu'on ne peut pas faire l'écho ou que l'écho, elle est normale. D'accord ? Pour aller dans un examen complémentaire de l'échographie. Plusieurs commentaires à ce stade qui vont correspondre aux questions. Donc, premièrement, il y a une question qui dit on a cru que j'avais le syndrome de l'intestin irritable alors que j'avais une endométriose profonde. Mais oui, on voit ça tous les jours. Nous, malheureusement, c'est très fréquent. Pourquoi c'est fréquent? Parce que c'est aussi une façon, vous allez me pardonner de dire ça, mais de se débarrasser des patientes, parce que les consultations d'endométriose, et nous qui animons un centre de référence, on le voit tous les jours, ces négociations qui sont longues, qui sont compliquées, qui demandent de la compétence et qu'il y a des médecins qui connaissent un peu moins bien et qui disent bon écoutez c'est l'intestin et puis voilà. Avec ce que disait Léa, la culture, c'est normal d'avoir mal pendant les règles, tu accoucheras dans la douleur et tout
ce qu'on colporte encore. Alors, il y a une question sur l'échographie abdominale. Alors, l'échographie abdominale, il faut comprendre qu'elle est indispensable quand il n'y a pas eu de rapport sexuel, mais qu'elle est moins performante que l'échographie endovaginale, parce qu'on comprend bien que quand on met une sonde qui est à peu près de la taille de ce stylo dans le vagin, on est au fond du vagin, on est au contact des ovaires et de l'utérus, alors quand on met une sonde sur le ventre, bien sûr, on est un petit peu plus loin, même si la vessie est bien pleine. Alors, la question que pose Emeline, est-ce qu'une gynécologue peut faire une écho vaginale sur une femme vierge? Si la patiente est OK, non, pitié. On ne fait pas d'écho endovaginal à des jeunes femmes qui n'ont pas eu de rapport. Ce n'est pas correct, ce n'est pas bien. Donc, moi, je suis très véhément là-dessus. Non, il ne faut pas. Voilà. On fait une écho abdominale, on fait une IRM si on ne peut pas. La dernière chose que je voulais dire, c'est, est-ce qu'il y a un centre de référence à Nantes? Oui, il y en a un qui est excellent. Vous tapez sur Internet. Ils font partie de notre filière, puisque notre filière, comme je disais, va du Mans à La Roche-sur-Yon, et vous avez un centre de référence qui est très bon. La dernière chose que je voulais dire, pour que vous compreniez bien les choses, c'est que l'échographie, elle est échographiste dépendant, et que les résultats, la performance de l'échographie va être corrélée à l'habitude de l'échographiste. C'est-à-dire, si vous êtes un radiologue qui fait un scanner cérébral, une urographie intraveineuse et puis une écho de temps en temps, ben vous êtes moins qualifié, moins compétent que si vous êtes un échographiste, quelle que soit sa casquette, d'ailleurs radiologue, gynécologue, médecin généraliste, peu importe, mais qui fait ça tous les jours. Donc c'est vrai que c'est très très important, et nous par exemple, il nous arrive de faire contrôler les échographies auprès de gens qu'on connaît parce que ben, on n'a pas trop confiance. Et voilà. Mais les échographistes qui font ça sont le plus souvent excellents. Et dernier point, l'IRM, c'est pas une super échographie. L'IRM, elle n'est pas nécessaire dans plein d'indications. Donc il faut pas dire oui, mais elle m'a demandé qu'une écho, j'ai pas eu d'IRM, c'est pas normal. Non, non, non. Il y a des indications pour l'IRM, des indications pour l'échographie. Voilà. Pour finir, dans les moyens diagnostiques, et donc je répondais juste à la question que j'ai vue passer, est-ce que si une IRM est négative, ça veut dire qu'il n'y a pas d'endométriose? Eh bien non, il n'y a aucun examen complémentaire qui peut affirmer qu'il n'y a pas d'endométriose. C'est sur un faisceau d'arguments qu'on va plutôt dire ça ne fait pas penser à l'endométriose, mais une IRM négative, malheureusement, parfois, passe à côté d'une endométriose. Et on le remarque quand on fait une célioscopie diagnostique, c'est-à-dire une célioscopie, c'est on passe une caméra dans l'abdomen, c'est une chirurgie sous anesthésie générale qui va aller regarder des lésions d'endométriose, rechercher les endométrioses et les enlever. C'est des chirurgies qu'on essaye de ne pas faire, de ne plus faire, pour éviter d'opérer les patientes et on favorise le traitement médical. C'est pour ça que des fois, on ne va pas poser le diagnostic, y aller de manière empirique, c'est-à-dire même avec des examens d'imagerie négatifs, on va proposer le traitement hormonal. De plus, ce sont des chirurgies qui sont opérateurs dépendants, c'est-à-dire comme l'échographie, il faut avoir l'habitude de faire ces célioscopies pour chercher de manière très minutieuse des lésions d'endométriose. Par exemple, là, vous voyez une photo d'un pelvis avec un utérus, c'est l'espèce de bombement tout en haut, et on voit une toute petite tache noire en arrière de l'utérus. Eh bien, ça, c'est une lésion d'endométriose qui est toute petite. Alors là, ça apparaît assez clairement, mais pour nous, mais en tout cas, faut le chercher, il faut le voir, et certains opérateurs peuvent passer à côté. C'est entre la boule blanche qui est à gauche de l'écran, qui est l'ovaire, vous avez la trompe qui est le truc rouge à gauche, ensuite il y a une boule blanche, puis il y a une grosse boule rouge au milieu qui est l'utérus, et si vous remontez entre les deux, entre l'ovaire et l'utérus, vous avez un tout petit point noir entouré de blanc, mais ça c'est un nodule d'endométriose. Donc voici un petit peu les sensibilités et spécificités de chaque chose que je vous ai présenté, c'est-à-dire le questionnaire médical, je vous en ai même pas parlé, c'est-à-dire on n'est pas capable par un questionnaire médical de poser un diagnostic d'endométriose. L'échographie, eh bien, elle ne voit pas toutes les formes d'endométriose, par contre quand elle en voit, on est à peu près sûr que c'est ça. C'est surtout sur les formes ovariennes. L'IRM, 79% de sensibilité, donc on voit dans 80% des cas les lésions d'endométriose, par contre n'est pas très spécifique, un peu moins que l'échographie, c'est-à-dire peut se tromper sur le diagnostic de l'endométriose. Les tests sanguins, on oublie, c'est pas du tout fiable. Et enfin, la chirurgie, en effet, c'est sensible, c'est-à-dire on trouve souvent l'endométriose, mais par contre on peut se tromper, des fois notre œil peut se tromper, on peut voir des lésions, voir des lésions d'endométriose et finalement ça n'en est pas. Donc Aurélie, on va parler du test salivaire, ne vous inquiétez pas. Là voilà, la slide sur le test salivaire. Donc le test salivaire, je vais vous laisser en parler, monsieur Descamps. Oui, je vais juste essayer de répondre rapidement parce que les questions elles s'enchaînent. Donc il y a une personne qui a demandé, qui a souffert pendant 10 ans et qui a demandé si elle pouvait avoir une ALD. Ça c'est le médecin traitant qui en fait la demande, c'est pas le gynécologue et c'est très variable selon les régions. Donc
effectivement, je peux pas vous dire si vous l'aurez ou pas. Il y a une personne qui dit l'IRM était normal et puis on m'a diagnostiqué avec un examen endovaginal ou un toucher avec un spéculum ou ressemblant. C'est vrai que parfois, je pense que c'est plutôt une échographie endovaginale, c'est vrai que parfois il y a des discordances entre l'IRM et l'écho. Voilà. Ça, c'est difficile aussi, sans avoir vu l'IRM, sans avoir vu l'écho, de vous répondre. C'est toujours le problème des diagnostics à distance. Alors, une fois le diagnostic posé, quel est le suivi d'imagerie à effectuer à plus long terme? Là, c'est pareil, je peux pas vous répondre. Ça dépend vraiment de quel diagnostic, de comment, de où était l'endométriose. C'est vraiment très très compliqué de vous répondre. Voilà. Comment faites-vous pour diagnostiquer l'endométriose? On est en train d'en parler. Il y a l'échographie, il y a l'IRM. On va parler du test salivaire, il y a la célioscopie. Voilà. Et puis Madame Fezaga Insav dit j'ai fait plusieurs échographies abdos, les résultats étaient toujours négatifs. Alors comme je vous disais, l'échographie abdos est moins performante que l'échographie endovaginale, donc ça peut se comprendre, et ce d'autant que s'il y a une paroi un petit peu épaisse, s'il y a une petite surcharge pondérale, c'est encore plus difficile. J'ai fait une première IRM il y a 2 ans, j'avais rien, j'ai refait une IRM cette année, et surprise, j'avais de l'endométriose profonde. Voilà, alors oui, alors ça c'est des histoires très compliquées, parce que est-ce qu'il n'y avait pas d'endométriose il y a 2 ans et elle est apparue depuis, ce qui est possible? Qu'est-ce que vous avez eu comme traitement entre-temps? Est-ce que c'était le même radiologue? Est-ce que c'est la même IRM, le même cabinet, les mêmes qualités de clichés? Oui, comme ça, à distance, c'est quand même très très difficile de donner une réponse. Alors un mot sur l'endotest pour répondre aux attentes d'Aurélie, qui demandait sur les plateformes et les startups plutôt, et puis l'endotest. Donc l'endotest, c'est une aventure française qui a commencé il y a 4 ans, avec 3 centres, un centre à Lyon, service du professeur Golfier, un centre à Paris, service du professeur Bentifala, et puis nous. Ça a été une formidable aventure parce que c'était justement, pour répondre à votre question Aurélie, faire confiance à une start-up qui était spécialiste d'intelligence artificielle, on en parle beaucoup aujourd'hui, et qui était spécialiste de séquençage à haut débit. Et vous savez qu'il y a eu 2 prix Nobel cette année pour le prix Nobel de physique et le prix Nobel de médecine pour ça, donc c'est quand même tout à fait dans l'air du temps. Et donc on s'est associé avec une plateforme, une start-up française qui était des spécialistes de l'IA. Et c'était pas des gamins, moi je dis toujours, ils faisaient la recherche de Sanofi Pasteur Monde, ils faisaient la recherche de Michelin, donc c'est pas 2 petits gars dans un garage, ils avaient déjà une très forte expertise et c'est pour ça qu'on s'était associés à eux. Pour faire court, on a commencé par le sang, mais on est très rapidement passé à la salive et on a mis en évidence dans la salive 109 biomarqueurs. Alors c'est souvent très difficile à comprendre de dire mais comment c'est possible qu'une maladie qui touche le pelvis des femmes soit diagnostiquée dans la salive? Et bien c'est simplement parce que la salive est extrêmement riche et que il y a des biomarqueurs qui sont différents, c'est ce qu'on appelle les micro-ARN. Ils sont différents chez les femmes qui souffrent d'endométriose. Et ça a été une très belle découverte et ça a été très honnêtement une belle surprise parce que quand on a lancé ces études, on ne savait pas du tout ce qu'on allait trouver, surtout si on allait trouver quelque chose. Donc en gros, il y a une grande sensibilité, grande spécificité, quel que soit le stade de l'endométriose. Et donc ça, c'était la première étude au sujet de 200 patientes et il y en a une autre qui concerne 1000 patientes qui va être publiée prochainement et qui retrouve les mêmes résultats. Donc c'est assez excitant. Alors, l'idée, ce qui est extrêmement important pour bien comprendre, cet organigramme, il est un peu compliqué à comprendre, mais c'est que c'est pas un test de dépistage. Je crois que c'est l'élément fondamental. C'est-à-dire que c'est pas pour toutes les patientes. C'est pas j'ai 21 ans, ma cousine a de l'endométriose, moi j'ai rien, mais je veux voir si j'en ai. Non, ce n'est pas ça. Et c'est aucunement comme un test de grossesse parce que c'est un test qui est onéreux, qui coûte à peu près 800 €. Donc je crois que c'est toujours important de rappeler ça parce qu'il y a beaucoup de technologie derrière, mais c'est pas un petit test qu'on va faire en pharmacie en disant hop, j'ai une endométriose ou pas. C'est un test qui doit être prescrit par un médecin et dont les résultats doivent être donnés par un médecin. Donc, l'idée, c'est qu'on a une patiente qui a des signes cliniques, désolé, c'est en anglais, qui a une échographie et une IRM. Alors, donc, on va faire le scénario habituel. C'est pas du tout pour screener une population, pour la dépister. Et puis, quand l'échographie et l'IRM sont négatives, eh bien, on va pouvoir éventuellement proposer ce test qui va permettre de dire oui ou non à 95%, madame, vous avez une endométriose péritonéale ou pas. Et quand il n'y en a pas, ça évite de faire une célioscopie. Donc l'idée, c'est de faire des économies à la société.
Et donc, la HAS a validé ces études scientifiques et, comme vous le savez, a lancé un forfait innovation qui a été lancé il y a 3 semaines. On fait partie, bien sûr, nous, de ce process. Et donc, l'idée, c'est que les ministres de la Santé, ça vous a pas échappé, sont succédés. Donc ça, c'était la précédente, qui avait dit qu'elle validait cette étude et qu'il y a une première étude sur 2500 patients. Et puis après, il y aura 25 000 patientes remboursées dans 80 centres. Donc, il y a 80 centres actuellement en France qui peuvent proposer ce test. Alors, attention, ce test, c'est encore une fois des patientes qui ont une écho et une IRM normale, qui ont une symptomatologie et chez qui on veut éviter de faire une célioscopie. Donc, Madame Vautrin, on avait une vidéo, mais elle passait pas aussi quand elle a été nommée après Madame Darrieussecq, a dit que ça l'intéressait, qu'elle validait cette histoire. Et donc, actuellement, il y a le coup est parti et donc on inclut des patientes qui sont qui présentent ce qu'on appelle une discordance clinico-radiologique, c'est-à-dire oui j'ai mal, non l'IRM ne montre rien, non l'échographie ne montre rien, il faut que ça soit de moins d'1 an. Et donc on va faire ce test et pouvoir dire oui vous avez 95% de chance d'avoir une endométriose ou non vous avez 95% de chance de ne pas en avoir. Et ce test n'a pas d'intérêt si en effet une endométriose a été diagnostiquée, pour répondre à la question de Marilyn. Si vous avez une IRM qui montre une endométriose, bien non, ce test n'a absolument aucun intérêt. Rappelez-vous toujours, hein, on est dans une logique là, actuellement qui est très très compliquée au niveau économique avec tout ce qui se passe. Et c'est un test qui coûte 800 €, donc quand il va être remboursé, là les 25 000 tests vont être remboursés par la Sécu, ben, c'est avec nos impôts. Donc, faut pas le faire à dans n'importe quelle indication. Donc, ça, c'est le journal officiel. Et donc, l'idée, c'est on estime, d'après les études, qu'on pourrait économiser 20% de célioscopie. C'est économiser des interventions pour des patients, c'est-à-dire une chirurgie, une anesthésie, une prise de risque, parce que même si on sait faire les célioscopies, ben, il n'y a pas de chirurgie avec 0% de risque. C'est aussi un impact économique important et puis un impact thérapeutique parce que quand on va dire qu'il n'y a pas d'endométriose, eh bien, on va chercher d'autres causes, on va adresser à d'autres spécialistes, des gastro-entérologues, des algologues, mais on pourra dire des gens qui vont chercher une fibromyalgie, par exemple. Il y avait une patiente qui avait ça tout à l'heure. Donc voilà. Donc Aurélie, je crois qu'elle est très très intéressée par le test. À mon avis, elle suit de près le dossier. Donc elle écrit comment avez-vous sélectionné vos patientes éligibles au test si demandes supplémentaires, comment peuvent être faits en Pays de Loire et où doivent se présenter les patients. On espère surtout que ce sera remboursé complètement et acté après les 25 000 patients. C'est ça, ce qu'on espère, c'est que l'année prochaine, le test sera remboursé selon certaines indications bien précises, mais actuellement… Ce qui est plutôt bien parti. Ce qui est bien parti, vu la volonté ministérielle, vu les associations de patientes, et on va en parler tout à l'heure, qui ont eu un rôle phénoménal dans cette aventure. Mais actuellement, encore une fois, si vous souhaitez que vous ou quelqu'un de votre entourage fasse le test, il faut avoir une IRM et une échographie de moins d'1 an qui sont normales et avec une symptomatologie qui évoque l'endométriose. Et ensuite, vous regardez sur Internet les 80 centres et puis vous prenez le plus proche de chez vous. Voilà, 25 000 en France, mais combien en Pays de Loire? Bon, c'est pas ça. Il y a 80 centres, je sais pas combien il y en a en Pays de Loire, donc c'est pas de la mathématique. On n'est pas réglementé comme ça. Voilà, oui. Voilà. Je me permets juste de vous couper, l'heure passe tellement vite, peut-être que juste, je sais qu'il vous reste toute la partie sur les traitements, mais c'est vrai qu'on était parti sur 1 heure, on peut déborder 1h15, je pense, mais pour laisser aussi du temps de Lucie de nous parler de l'association Endo-France aussi. Voilà, je me permettais juste… Non, vous avez tout à fait raison, on est désolé, on n'a pas… Je vais aller plus vite sur la deuxième partie. Donc, on a… Quel traitement proposer en cas d'endométriose? En fait, il n'y a pas une seule réponse. Tout dépend de la situation, c'est-à-dire du souhait de la patiente, hormones, pas hormones, symptômes, pas symptômes, et désir de grossesse ou non. Et selon, des fois, certaines lésions qui sont parfois d'emblée chirurgicales, là, on ne va pas pouvoir leur proposer toutes les alternatives. L'arsenal thérapeutique, il est assez large. On a les traitements hormonaux, c'est notre première ligne, les traitements antalgiques, bien sûr, qui vont pour la gestion de la douleur. Après, chirurgie, la procréation médicalement assistée. Et puis après, tout le reste, ça va être des soins de support, de la kiné, de la nutrition. En effet, les prises en charge diététiques sont très importantes également dans l'endométriose pour traiter tous les symptômes digestifs. La relaxation, la prise en charge psychologique, la sexothérapie, l'activité physique adaptée et les groupes de parole et les associations de patientes. Tout ça, c'est des interlocuteurs et des acteurs majeurs dans la prise en charge des patientes. Vous voyez bien que nous, médecins, on fait les 4 premières lignes et puis tout le reste, c'est d'autres professionnels de santé. Donc, on ne peut pas avoir une prise en charge uniquement médicale. Il faut de la pluridisciplinarité dans cette maladie.
Le traitement hormonal, c'est de la première intention. Le but, ça va être de diminuer la concentration en oestrogène, en progestérone naturelle pour donner une diminution de la sécrétion de l'endomètre. On peut le prendre en continu ou en discontinu, mais le message global, c'est qu'on va essayer de couper les règles. On essaie de proposer une aménorrhée, c'est-à-dire une absence de règles. Comme ça, on va soulager les symptômes. Pour ça, on a différentes molécules, différentes voies de proposition. Alors, tout fonctionne en traitement hormonal. Là, j'ai mis des pilules, mais on pourrait aussi mettre un anneau contraceptif. Les patchs contraceptifs fonctionnent aussi. Le stérilet hormonal fonctionne. Par contre, le stérilet au cuivre n'est vraiment pas recommandé puisqu'il provoque une inflammation et c'est tout ce qu'on ne veut pas. Il augmente le volume des règles aussi. Il augmente le volume des règles également et c'est tout ce qu'on ne veut pas non plus. Le Dienogest est une molécule de seconde intention pour le moment. On espère que ça va passer en première intention. C'est un traitement hormonal de l'endométriose qui n'a pas la même contraception, mais qui a comme effet secondaire d'être contraceptif quand on le prend en continu. Et enfin, on a un nouveau médicament qui est arrivé sur le marché depuis février 2025, c'est le Rieco. C'est un antagoniste de la GnRH. Ça va donc bloquer l'activité ovarienne complètement. C'est sous forme de comprimé. Et ça a dans le comprimé des compléments pour éviter les effets secondaires de ce traitement-là. Donc, ils ont réussi à faire une formule plutôt intéressante qui permet une nouvelle ligne de traitement qu'on n'avait pas par le passé. J'ai juste un mot parce que c'est une bombe, vraiment, c'est une prouesse technologique ce Rieco. Et ça va jamais être en première intention, mais c'est pour toutes ces patientes qui ont déjà tout lu, et je pense qu'il y en a qui nous écoutent et qui disent j'en peux plus, j'ai tout essayé. Et il y a vraiment une avancée dans les publications, c'est vraiment une marche de plus, donc très optimisant. Oui, il y a du progrès. Voilà. Et donc oui, il y a des hormones dans le nouveau traitement Rieco. Oui, oui, et c'est contraceptif. Et c'est contraceptif au bout d'un mois de prise. Et Slinda, c'est bien, Angelina, mais pour Slinda, vous savez qu'il faut supprimer les comprimés verts qui sont des placebos et ne prendre que les comprimés blancs. Voilà, je clôt. Après, on va utiliser plein de méthodes pour traiter les symptômes, c'est-à-dire pas aller sur la cause étiologique, mais vraiment le symptôme. Et donc, on peut avoir des traitements anti-inflammatoires, bien sûr, pour limiter l'inflammation. Ça fait partie de nos traitements, mais également le paracétamol est une aide. Le néphopam en est une autre, etc. On va toujours éviter la morphine, puisque la morphine va soulager la crise sur le moment, mais va potentialiser la prochaine crise et peut ainsi créer des phénomènes d'addiction assez importants et des effets secondaires aussi très importants avec la morphine. Donc, on va toujours éviter la classe des morphiniques si possible et utiliser pour cela des techniques non médicamenteuses comme le TENS. C'est des électrostimulations abdominales pour limiter la prise d'antalgique, pour limiter la douleur chronique. Je vois le CBD. Alors, le CBD, nous, on ne le recommande pas, mais il est largement utilisé dans la population endométriosique parce que ça va avoir potentiellement des effets antalgiques. Les études là-dessus vont pas encore nous pousser dans les recommandations à l'utiliser, je pense. Et on peut aussi utiliser des médicaments antidépresseurs et anticonvulsivants, non pas pour le traitement d'une dépression, mais pour gérer la douleur neuropathique, la douleur de sensibilisation dont je vous parlais tout à l'heure, qui est en effet pour calmer la dérégulation nerveuse qui se passe dans les phénomènes douloureux chroniques. Bien sûr, toute la remise en mouvement, la mobilisation, l'alimentation est primordiale, que ce soit pour l'endométriose que pour le risque cardiovasculaire, et la prise en charge sexo également. Le but étant d'atteindre un cercle vertueux et non pas un cercle vicieux avec tous ces professionnels de santé qui peuvent aider à diminuer le stress, diminuer la douleur, les tensions musculaires et à aider à la focalisation de l'attention. C'est très important et les associations de patientes le recommandent. La prise en charge psychologique, ça a été émis dans nos recommandations européennes. On l'espère dans les recommandations françaises à venir. C'est recommandé d'avoir un accompagnement psychologique dans ces pathologies chroniques. Et on met de plus en plus en place des parcours d'éducation thérapeutique des patientes. Ça s'appelle de l'ETP. C'est des parcours, en fait, qui visent à autonomiser les patientes en ayant les meilleures connaissances sur leur maladie. Ça se fait sous forme de groupe de travail où, en fait, les patientes vont acquérir ensemble des connaissances pour pouvoir mieux gérer leur quotidien. Un petit mot sur la prise en charge chirurgicale et après, nous aurons terminé. Juste quelques messages clés, on ne détaillera pas du tout le reste. C'est que la chirurgie dans l'endométriose, elle est non systématique. Il faut toujours
discuter de la balance bénéfice-risque. C'est une décision médicale partagée. Tout dépend du projet de soins et ça s'intègre dans un parcours de soins pour la patiente. Et donc, souvent discuter en réunion de concertation pluridisciplinaire dans les chirurgies complexes. D'accord ? La voie d'abord, elle est mini-invasive, toujours à privilégier. Et on a quelques techniques aussi alternatives, donc je ne pourrais pas détailler. Mais au niveau des ovaires, on peut alcooliser les ovaires, c'est-à-dire faire de la sclérothérapie pour éviter d'altérer la réserve ovarienne. On a des études comme l'IFUS et les ultrasons haute intensité pour éviter les chirurgies rectales, de la radiofréquence, beaucoup de choses qui se mettent en place et qui se développent pour éviter ces chirurgies-là, même si bien sûr, dans des cas assez nombreux encore, on doit opérer l'endométriose pour des raisons de gestion de la douleur ou pour des raisons de survie de l'organe ou pour des raisons de fertilité. Voilà. Ou pour des raisons de patientes qui ont eu leurs enfants et qui n'ont plus de projet de grossesse et qui disent écoutez, voilà, débarrassez-moi de cet utérus qui est si douloureux, notamment avec l'adénomiose. Un petit mot sur la préservation de la fertilité, parce qu'on nous pose souvent la question. Dans l'endométriose, on a vu que ça pouvait entraîner des phénomènes d'infertilité. Alors, dans certains cas, on va proposer, pas dans tous les cas d'endométriose, c'est vraiment sur dossier, on va proposer la préservation de la fertilité, c'est-à-dire de congeler des ovocytes de côté, parce qu'on sait que potentiellement, il y aura des risques de procréation médicalement assistée future. Le but étant d'avoir quelques ovocytes en réserve, pour faciliter les chances de procréation médicalement assistée future. Voilà, le tout s'intègre dans un parcours de soins en prise en charge multidisciplinaire. On a, nous, dans le centre à Angers, une équipe pluridisciplinaire où on a des infirmières, des médecins de la douleur, des psychologues, des nutritionnistes, chirurgiens d'autres spécialités qui participent à tout ça, avec des possibilités de rencontrer les patientes en hôpital de jour pour leur proposer du soin groupé et pouvoir accéder à des professionnels de santé qu'elles ne pourraient pas avoir en libéral. Et donc, tout ça, ça se fait aussi avec les associations de patientes qui nous guident, qui nous aident absolument à tous les parcours, toutes les mises en place de parcours. Et on ne pourrait pas fonctionner sans elles. Donc, on les remercie. Et je vais donc passer la parole à Endo-France maintenant. Merci beaucoup. C'est vrai qu'on va peut-être pas pouvoir reprendre beaucoup de questions, mais en tout cas, je pense que c'est essentiel de laisser la parole à Endo-France et ça va nous permettre peut-être de revenir sur certaines choses que vous avez pu dire, notamment à la fin de votre présentation. Vous avez vu qu'on pourrait tenir 3 heures. Hein, quand même. Je sais que vous êtes passionné et vous êtes passionnant et je pense que je ne suis pas la seule à le penser. Mais en tout cas, Lucie, on vous laisse peut-être la parole quand même pour que vous puissiez nous parler d'Endo-France. Moi, je veux juste dire un mot avant que Lucie ne parte, si vous me le permettez, Madame Ray. On est, nous, très impressionnés par le travail que font les associations et en particulier Endo-France, Endoman, mais il y en a d'autres. Hein. Il ne s'agit pas d'être exclusif, parce que vous faites un travail fantastique et vous avez été de tous les combats sur l'endométriose depuis le début. Donc, merci beaucoup. Voilà. Merci, professeur Descamps. Donc, du coup, Lucie, moi, je suis bénévole régionale pour Endo-France sur la région Pays de la Loire. Voilà, donc, du coup, nous, bénévoles régionales, en fait, déjà, le préalable, c'est que nous sommes atteintes d'endométriose. Donc, moi, en l'occurrence, je suis malade depuis 2003. Voilà, donc je connais très bien le CHU d'Angers, du coup, qui m'a suivi pour mon endométriose et pour ma PMA. Et donc, voilà, avec succès, puisque j'ai une fille de 17 ans. Donc, du coup, Endo-France, c'est quoi? C'est une asso, en fait, qui se découpe de façon régionale. Donc, on est organisé par région. Et sur les Pays de la Loire, on est 6 bénévoles régionales. Du coup, on intervient dans les différents départements. Et nos différentes missions, c'est tout d'abord de soutenir les personnes qui sont atteintes d'endométriose et leur entourage. Voilà, en leur offrant des espaces de parole, mais aussi en faisant un lien entre les médecins et les patientes, comme on disait au début du propos, pour parfois vulgariser le dialogue des médecins, voilà, et que les patientes comprennent mieux leur maladie et les diagnostics. On a aussi une mission pour informer le grand public sur la maladie, donc on diffuse des informations sur le site internet, du coup qui regorge d'infos sur la maladie et l'aide qu'on peut apporter, et on a aussi tout ce qui est recherche. Donc nous, par exemple, sur les Pays de la Loire, en fait, on gère des mails, on assure une permanence mail.
Donc, les personnes qui veulent des renseignements, qui sont en cours de diagnostic ou diagnostiquées, nous écrivent et du coup, nous, on répond moyennant une permanence quotidienne. Donc, par exemple, l'année dernière, on a traité plus de 1300 mails. Et en parallèle de ça, on organise aussi ce qu'on appelle des rencontres amicales, donc qui sont des groupes de parole animés par une bénévole régionale dans l'Île-de-France. Du coup, voilà, pour parler de la maladie, donc pareil pour des personnes qui sont en cours de diagnostic ou diagnostiquées. Après, on a différentes animations et par exemple, là, on a la chance que le CHU nous accueille aussi pour qu'on puisse faire des permanences. Donc là, c'est plutôt des rendez-vous individuels. À la sortie de la consultation avec le professeur Descamps ou le docteur Delbos, nous, on peut recevoir la patiente et du coup échanger avec elle sur un temps défini, donc au sein de la maternité au CHU d'Angers. Et après, ce qu'on priorise aussi actuellement, c'est tout ce qui est sensibilisation scolaire. Donc, du coup, aussi dans une démarche d'une meilleure prise en charge et d'une connaissance de la maladie dès le plus jeune âge, on va dire. Donc, on intervient dans les collèges, lycées et enseignements supérieurs pour faire connaître la maladie. Et on a aussi les sensibilisations professionnelles. Donc là, c'est plutôt pour intervenir dans les milieux pro, donc faire connaître la maladie auprès des gens, mais aussi sensibiliser les managers. Du coup, pour savoir comment on travaille et comment on adapte du coup le travail quand on a quelqu'un qui est atteint d'endométriose. Donc, c'est différentes animations qu'on propose. Et en fait, aujourd'hui, nous, on a pratiquement 3000 adhérentes dans notre association. Voilà, et donc, on essaie d'être au plus proche du coup des patientes et mieux leur faire comprendre leur maladie pour mieux vivre avec, quoi. Donc, notre action, elle est en ce sens. Après, sur notre site, donc on a beaucoup d'informations et je disais, vous avez la possibilité d'identifier par région les référentes régionales, donc du coup, par le biais d'un mail. Et après, la possibilité aussi d'assister à des événements qui sont diffusés sur le site d'Endo-France, mais également sur les réseaux sociaux. On est présent sur tous les réseaux sociaux, donc qui diffusent les animations, sur lesquels il y a certains événements où l'inscription est obligatoire et d'autres où c'est ouvert au grand public. Donc voilà, pour les dernières, là notamment dans le cadre de la 21e semaine européenne, du coup de prévention et d'information sur l'endométriose, on a pu organiser dans les Pays de la Loire 11 événements. Moi, j'ai fait un stand d'information au centre hospitalier du Mans et du coup un stand d'information au CHU d'Angers. Voilà pour le rôle d'Endo-France et donc nous, on est, je dirais, une passerelle entre les médecins et les patientes. Merci beaucoup. Et peut-être si je peux me permettre de compléter et peut-être aussi de manière de donner un exemple très concret. J'ai changé de région. Je suis atteinte aussi d'endométriose. J'ai changé de région il y a quelques temps. Et je suis allée sur le site d'Endo-France et j'ai eu la chance d'être conseillée, d'avoir des professionnels qui sont vraiment spécialisés dans l'endométriose. Et aussi, quand tout à l'heure, docteur Delbos nous disait, vous savez, toutes les ressources, parce que c'est c'est une approche pluriprofessionnelle. Et il y a aussi quelle diététicienne, quel ostéopathe, quel professionnel. Et c'est vrai qu'il y a vraiment des professionnels que l'association Endo-France peut peut-être vous orienter plus vers certains que d'autres. En tout cas, je sais qu'Endo-France, et Lucie, vous allez peut-être le confirmer, vous avez une liste en fonction de la région, et c'est vrai que c'est une association nationale, donc vous pourrez solliciter les bénévoles dans toutes les régions, et de trouver des professionnels qui sont vraiment peut-être aguerris sur cette thématique, et des professionnels qui pourront vous donner des conseils, parce qu'on a parlé d'alimentation, on n'a pas pu parler d'alimentation, mais par exemple, voilà, je sais que Lucie, si vous pouvez peut-être confirmer ça. En fait, il y a tout d'abord donc médecin, voilà, gynéco. Là, on a du coup des coordonnées qui sont identifiées du coup en fonction des différentes villes dans les régions. Et après, quand vous parliez des autres professionnels, c'est tout ce qui concerne les soins supports, où là, on est plutôt sur des recommandations de patientes
quand on s'échange aussi des contacts, du coup, parce qu'on a identifié un professionnel qui correspondait bien à ce qu'on attendait dans le suivi de notre maladie, on s'échange les bonnes pratiques, quoi, on va dire. Et du coup, quand on n'a pas la réponse sur une région, on n'hésite pas à solliciter les collègues qui sont du coup dans les autres pour donner des coordonnées et orienter les patients vers des personnes qui nous ont été recommandées entre nous. Merci Lucie pour ces compléments. C'est vrai qu'on arrive sur un point où c'était essentiel de parler de l'association Endo-France. Vous êtes plusieurs associations de patientes. Et c'est vrai que là, il y a énormément de témoignages. Je vois, professeur Descamps, vous répondez peut-être à certains. Et puis, en parlant de la frustration, je vous l'avais dit qu'on ne pourrait pas répondre à toutes les questions. C'est vrai qu'on arrive au terme. On avait prévu 1 heure. C'est sûrement trop court. Comme l'a dit professeur Descamps, docteur Delbos, il pourrait nous en parler pendant des heures. Et je pense que vous, comme moi, on pourrait les écouter aussi pendant des heures. C'est vrai que c'est un sujet qui nécessiterait peut-être plus de temps. Donc, Sandrine, peut-être que vous pourrez nous redire par rapport à la proposition du professeur Descamps de peut-être reprendre certaines questions ou en tout cas de refaire un autre temps plus dédié. Ça, c'est plutôt Aesio qui est à la manœuvre. En tout cas, voilà, c'était aussi pour nous excuser de ne pas pouvoir répondre à tout et nous excuser aussi de créer cette frustration. Sandrine, peut-être que je vous redonne la parole. Eh ben merci. Oui, on est fait un peu frustrés aussi, mais bon, écoutez, on va y réfléchir en tout cas pour avoir peut-être un deuxième temps dans l'année pour compléter cette première intervention. Merci à vous trois, merci Sophie d'avoir participé, merci à tous d'avoir assisté à ce webinaire. Vous allez recevoir tout de suite après un lien pour avoir accès au replay et puis également un lien pour répondre à un petit questionnaire de satisfaction. Donc on compte sur vous pour nous donner votre avis et c'est très précieux pour nous. Voilà. N'hésitez pas à regarder sur le site d'Endo-France, peut-être sur le site d'Endo-Ref, d'avoir des renseignements complémentaires. Ne restez peut-être pas avec vos frustrations, de poser vos questions. Peut-être si professeur ou docteur Delbos, vous vouliez donner un dernier mot avant qu'on se quitte, parce que c'est vrai qu'on est sur de la frustration plus ce soir. On ne pourra pas répondre à certaines questions, c'est sûr, et puis certaines nécessitent un avis médical, tout simplement. Mais en effet, on a beaucoup d'informations sur les sites Endo-Ref Pays de Loire, notamment, avec la filière qui se construit. Donc, n'hésitez pas à vous diriger sur ces filières d'information-là, tout comme les filières d'information patiente, qui sont en effet très fiables, puisque par retour d'expérience, souvent on fait par retour d'expérience, donc c'est surtout ça le message. Et notre coordonnatrice Géraldine était en ligne, a mis une remarque à un moment, donc le site est bientôt créé pour la filière Endo-Ref Pays de Loire. Je voudrais terminer, il y a encore 10 secondes par 2 notes très positives, c'est que la recherche avance, les stratégies évoluent. Vous avez vu, il y a une nouvelle molécule médicamenteuse, il y a des nouvelles techniques chirurgicales, il y a le test salivaire, donc il y a une prise de conscience sociétale grâce aux associations, grâce à ces soirées, donc on a le droit d'être optimiste. Voilà. Merci pour ces belles paroles optimistes et puis une belle soirée à tous. À bientôt. Ouais. Merci beaucoup. Un grand merci à vous tous. Merci beaucoup. Merci. Bonne soirée. Au revoir. Merci, au revoir. Merci. Au revoir. Très bonne soirée à vous.